Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales cette semaine, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, allons de l'avant avec l'essentiel. Et maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. Félix Dionne, homme d'affaires et conseiller municipal de Granby, a annoncé sa candidature sous la bannière du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Shefford pour les prochaines élections fédérales. Élu conseiller municipal en 2021, il a présidé Commerce Tourisme Granby Région et participé à des comités sur l'habitation et les infrastructures. Dionne souhaite représenter Shefford à Ottawa, mettant l'accent sur des enjeux tels que l'accès au logement, la lutte contre l'itinérance, le développement économique régional et le financement des infrastructures. La question de savoir si le préfet de la MRC du Val-Saint-François devrait être élu par la population ou par les maires et mairesses divise. Actuellement, 14 des 18 municipalités de la MRC ont voté pour maintenir le statu quo, où le maire ou les mairesses élisent le préfet parmi eux. 3 municipalités doivent encore se prononcer. Seul Saint-François-Xavier de Brompton a demandé une étude sur l'élection au suffrage universel. Au Québec, 18 des 87 MRC ont adopté ce mode de scrutin, dont 2 en Estrie, le Granit et le Haut-Saint-François. Un préfet élu par la population le serait pour 4 ans, tandis que dans le monde d'élection actuel, il est élu pour 2 ans. Les partisans du suffrage universel soulignent que ce mode renforce la neutralité et l'efficacité. Cependant, les opposants dans le Val-Saint-François citent des coûts supplémentaires, le manque d'expertise d'un préfet non-maire et l'irréversibilité de ce choix. Lors de la séance du 19 mars, le conseil de la MRC du Val-Saint-François a élu Mario Côté, maire de Racine, comme représentant des municipalités de moins de 2000 habitants au comité administratif. Il occupera ce poste jusqu'en novembre 2025, succédant à Herman Herbers, maire de Cleveland. Le comité administratif, formé pour un mandat de 2 ans après chaque élection, tiendra de nouvelles élections en novembre prochain. La MRC du Val-Saint-François élabore un plan climat pour aider ses 18 municipalités à effectuer la transition climatique avec des objectifs tels que réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux impacts des changements climatiques et favoriser une transition structurée. Le plan, prévu d'ici février 2027, sera basé sur des données existantes issues d'études locales et régionales, tout en intégrant de nouveaux inventaires et analyses. L'initiative vise également à accéder à des subventions pour soutenir les actions locales en matière de climat. Le projet est coordonné par l'Event Charles Buck, spécialisé en éco-responsabilité et changement climatique. Et justement, dans le cadre du plan climat élaboré par la MRC du Val-Saint-François, les organismes communautaires s'engagent également dans la lutte contre les changements climatiques. Michel Laberge, de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François, collabore avec les 9 CDC de l'Estrie pour renforcer les liens entre les organismes communautaires, la santé publique et les MRC. Jusqu'en mars 2026, elle sensibilisera les groupes communautaires et les mobilisera à travers diverses initiatives, notamment une tournée prévue d'avril à juillet. Cette tournée inclura la présentation d'un rapport VRAC et des ateliers participatifs pour approfondir la compréhension des enjeux climatiques. Ces actions visent à mobiliser les territoires et à réduire les disparités face aux impacts climatiques. Les producteurs et productrices acéricoles de l'Estrie, en collaboration avec les producteurs et productrices acéricoles du Québec, ont lancé la campagne « Pas de forêt, pas de sirop » pour sensibiliser à l'impact des coupes intensives dans les forêts publiques sur la production du sirop d'érable. Cette initiative, déployée via les autocollants sur les cannes de sirop et un site web, invite la population à agir en envoyant des courriels à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts pour une meilleure protection des érables. Le Québec, qui produit, attendez-vous, 72 % du sirop d'érable mondial, dépend de ses forêts publiques pour maintenir ses exportations et préserver l'avenir de ses érablières.
Cette campagne souligne l'importance de la gestion durable des forêts pour garantir la pérennité de cette industrie. La microbrasserie La Confrérie Artisan Brasseur, fondée à Windsor, célèbre 5 ans de passion pour la bière tout en valorisant ses racines familiales et l'achat local. Dirigée par Alex Larrivée, sa conjointe Cynthia Lewis et ses parents, l'entreprise tisse des liens solides avec des partenaires locaux et organise des événements. Malgré une forte concurrence, elle se démarque grâce à son engagement communautaire et son esprit novateur, renforcé par le succès de son 5e anniversaire. Cet été, la ville de Richmond expérimentera un projet innovant où le bureau d'information touristique sera géré par les citoyens pour promouvoir le patrimoine, la culture et la nature de la ville. Géraldine Lancio, chargée de projet pour Tourisme Canton de l'Est, propose d'adopter une approche de tourisme intégré inspirée du concept des tiers-lieux. 2 projets sont déjà en préparation et d'autres idées seront acceptées jusqu'en mai, avec un déploiement prévu de juin à septembre. Ce projet pilote en collaboration avec la Corporation du Pays de l'Ardoise vise à mobiliser les citoyens et à encourager l'autonomie dans la gestion d'initiatives locales. Et bonne nouvelle pour les gens de Valcourt, la Fondation J. Armand Bombardier a obtenu la certification Tourisme durable de niveau d'or de Green Step, grâce à une évaluation approfondie de ses pratiques éco-responsables. Cette certification reflète son engagement envers la durabilité, notamment au travers du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, du Centre culturel Yvonne L. Bombardier et de ses initiatives philanthropiques. La Société nationale de l'Estrie, en collaboration avec Enverve et Poésie, a lancé le recueil de poésie Langue sauvage, point culminant de la 4e édition de l'initiative socio-culturelle L'Estrie s'enflamme pour le français. Destiné aux jeunes de 16 à 35 ans, ce projet vise à promouvoir la langue française à travers le slam, une forme artistique en pleine expansion en Estrie. Avec un record de participation cette année, 24 textes ont été sélectionnés pour le recueil, dont 18 provenant des participants et 6 de partenaires artistiques. Cette édition marque un tournant significatif pour l'engagement des jeunes envers la langue et la créativité. La Société nationale de l'Estrie est un organisme voué à la promotion de la langue française, de l'histoire et de la culture du Québec. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées exprime des réserves face à l'idée du gouvernement du Québec d'instaurer une contribution des usagers pour certains services de soutien à domicile. Son président, Pierre Lynch, souligne que cette mesure risque d'aggraver la situation actuelle, où seulement 10 % des besoins sont comblés, et pourrait limiter l'accès à des aînés aux soins à domicile. L'association appelle plutôt à un virage majeur vers le soutien à domicile, avec des mesures structurantes et une refonte de l'architecture et du financement du réseau, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer les services de manière globale. Moisson Estrie a conclu une entente avec les Jardins du Haricot Magique, une ferme maraîchère de Saint-François-Xavier de Brompton, pour l'achat de 10 000 kg de carottes bio sur 10 mois cette année. Donc, cet accord vise à renforcer l'approvisionnement local, même si la ferme espère élargir cette collaboration à l'avenir, répondant aux besoins croissants de l'organisme. En parallèle, la ferme cultive également 7 à 10 variétés de légumes vendus localement, en soulignant son rôle actif dans le soutien du développement régional et l'alimentation durable. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton. L'Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville a levé l'avis d'évacuation des zones inondables, permettant aux résidents de regagner leur domicile. Les inondations ont causé des dégâts estimés à plusieurs millions de dollars. La Croix-Rouge a pris en charge les sinistrés
tandis qu'un élan de solidarité s'est manifesté sur les réseaux sociaux. Bien que la majorité des routes soient rouvertes, la rue du Pont et le pont Curé-Marchand restent fermés pour des travaux. Des évacuations d'urgence avaient été ordonnées pour 300 bâtiments en zone à risque, particulièrement affectés dans les secteurs du chemin Allard et de la rue Hamelin. L'ancien député de Drummond, François Choquette, a confirmé sa candidature pour les élections fédérales, mettant l'accent sur la solidarité économique et la construction d'un réseau électrique Est-Ouest. Anciennement élu de 2011 à 2019, il a défendu le développement durable et la langue française. S'il est réélu, il priorisera la réforme de l'assurance-emploi, le développement de la plaque tournante de Via Rail et l'augmentation des transferts en santé. À Valcourt, des parents expriment leur mécontentement suite à la décision du Centre de services scolaires des Sommets de transférer près d'une vingtaine d'élèves ayant des besoins particuliers vers des écoles situées à plus de 30 km de leur domicile. Ces élèves, dont des jeunes ayant des troubles du spectre de l'autisme, devront désormais fréquenter des points de service à Windsor ou à Magog. Les parents déplorent la perte de services à proximité, soulignant les difficultés de ces enfants à s'adapter à un nouveau milieu scolaire. La direction justifie cette réorganisation par la nécessité de regrouper des services spécialisés, tout en assurant un accompagnement pour les transitions des élèves. Jean-François Gagnon, 36 ans, a été reconnu coupable de 56 fraudes liées à un stratagème de faux représentants. L'homme a volé près de 200 000 $ et 56 victimes vulnérables, âgées en moyenne de 80 ans, entre janvier et septembre 2023. L'enquête menée par la Sûreté du Québec a permis d'identifier 29 villes affectées par ces fraudes, y compris Saint-Hyacinthe, Granby, Sherbrooke et Victoriaville. Arrêté à Sainte-Calixte en 2023, Gagnon a plaidé coupable le 3 octobre 2024 et a été condamné à 50 mois de détention avec interdiction de communiquer avec les victimes. Son complice, Kevin Lelièvre, 28 ans, sera de retour en cours en juin 2025 pour la suite des procédures. Cette affaire a impliqué 26 corps policiers et la Division des enquêteurs sur les crimes économiques de la SQ continue de surveiller de tels crimes à l'échelle provinciale. Et maintenant, pour une nouvelle un peu plus légère, l'événement Drummond-Dambière revient pour sa 7e édition du 5 au 7 au parc Woodyat de Drummondville, avec 25 exposants, dont 9 nouveaux venus. Les visiteurs pourront découvrir des bières, distilleries et produits agroalimentaires locaux, ainsi qu'une offre sans alcool élargie. L'entrée reste accessible avec un passeport à 27 $ pour les 3 jours, donc c'est quand même très bien. Et la programmation musicale avec des artistes locaux comme Berriot et les Respectables sera également enrichie. Le volet familial sera renforcé avec des activités pour des enfants et un concours de mangeurs d'ailes de poulet est de retour encore une fois cette année. La Caisse Desjardins de Drummondville est le présentateur de l'événement. La municipalité de Wickham a annoncé la nomination de Véronique Langlois au poste de coordonnatrice de la vie communautaire. Ce nouveau rôle, très attendu, vise à dynamiser la vie locale et à soutenir les organismes à but non lucratif. Langlois, reconnu pour son dynamisme et son approche humaine, sera responsable de la gestion des programmes et des activités communautaires. La mairesse, Luce Dano, se dit confiante que son énergie créative renforcera l'engagement des citoyens et des organismes, contribuant à rendre la communauté plus vivante. L'Association Sclérose en plaques Saint-Hyacinthe-Acton organisera la 23e édition de la marche Kilomètre de l'espoir, le 27 avril au centre communautaire d'Ouville. L'événement vise à ramasser 20 000 $ pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches. Yvan Daudelin, ancien maire de Sainte-Christine et premier préfet de la MRC d'Acton, est décédé le 5 mars à l'âge de 94 ans. En poste de 1969 à 1989, il a joué un rôle clé dans le développement de sa municipalité, notamment par la création d'un service des incendies et l'amélioration des infrastructures.
Producteur laitier et entrepreneur, il s'est aussi impliqué en tant que directeur des loisirs à la Caisse populaire. Pierre Leblanc, membre fondateur du Club optimiste d'Actonville en 1972, est décédé le 11 mars à l'âge de 92 ans. Ancien enseignant et directeur d'école primaire, il s'est distingué par son engagement dans la communauté. Il a été président du club à 2 reprises et rédacteur du bulletin mensuel pendant plus de 30 ans, en plus de contribuer à de diverses organisations locales. La Bibliothèque d'Actonville participera à la première édition de la Semaine du Doc du 4 au 13 avril 2025. Organisée par Think.ca, cette initiative propose 15 longs métrages et 15 courts métrages documentaires québécois sélectionnés par un comité de bibliothécaires. Plus de 40 bibliothèques à travers la province, dont celle d'Actonville, offriront des projections pour promouvoir le cinéma documentaire et susciter des discussions. L'événement est soutenu par la SODEC et la Caisse d'économie des Jardins. La députée de Shefford, Andréane Larouche, a annoncé que près de 209 000 seront répartis entre 11 projets de la circonscription dans les cadres du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. À Racine, le Club FADOC bénéficiera de 25 000 pour l'installation d'une plateforme de jeux de palais et la coopérative de solidarité en habitation de Valcourt recevra 8 600 pour la phase 2 de sa chorale des aînés. Parmi les autres projets, des initiatives pour l'achat de mobilier de parc et des ateliers numériques visant à favoriser l'inclusion et la lutte contre la solitude des aînés. La conseillère municipale de Saint-Hyacinthe, Mélanie Bédard, représentera la Partie libérale du Canada dans la circonscription Saint-Hyacinthe-Bacton aux prochaines élections fédérales. Élue par acclamation, elle a déclaré que ses activités municipales se feront désormais à titre de candidate, sans frais pour les fonds publics. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député bloquiste sortant, a salué sa candidature tout en suggérant qu'elle quitte son poste de conseillère municipale pour éviter un double rôle. De son côté, Mélanie Bédard affirme respecter les règles en vigueur. Cette dernière s'engage à mener une campagne de terrain. Elle affrontera également le candidat conservateur Gaétan Deschênes, tandis que le NPD n'a pas encore annoncé de représentant. Un incendie s'est déclaré jeudi matin, le 20 mars vers 9h30, dans un entrepôt situé à l'intersection du chemin Tourville et de la route 139 à Drummondville. À l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà à la proie des flammes et s'est rapidement effondré. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le feu et protéger les structures avoisinantes. Une enquête est en cours pour déterminer la cause du sinistre. Aucun blessé n'a été signalé. Stéphane Patnaud, un homme de 60 ans de Drummondville, a comparu après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de pornographie juvénile. Les faits se sont déroulés entre juin 2022 et janvier 2023, lorsqu'il a été trouvé en possession avec près de 700 photos et 108 vidéos à caractère sexuel impliquant des enfants. L'accusé a expliqué avoir transféré ces fichiers dans le cadre d'un travail de réparation informatique, mais cette version n'a pas été corroborée. La procureure a suggéré une peine d'1 an de prison, tandis que la défense a proposé une peine alternative dans la collectivité. La décision sera rendue le 30 avril 2025. La coupure de ruban officielle a marqué l'inauguration du IGA Actonville Famille Houle, signifiant un nouveau chapitre pour le supermarché. Après près de 85 ans de gestion par la famille Joly, celle-ci a cédé son épicerie à Sobeys, faute de relève. Cependant, la maison mère a rapidement trouvé de nouveaux propriétaires. La famille Houle a ainsi pris les rênes du magasin depuis le 17 juin dernier, assurant la continuité du service à la communauté. Aucune grande modification n'est envisagée pour l'entreprise, si ce n'est qu'un rafraîchissement de l'épicerie pour diversifier et moderniser l'offre. Cette acquisition n'a entraîné aucune perte d'emploi. Un projet immobilier de 90 logements sera bientôt développé à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gauthier, à proximité de l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Avec un investissement de 30 millions, cet immeuble de 7 étages
vise à contribuer à la densification et à répondre à la crise du logement. Le projet prévoit des initiatives écologiques telles que des vélos électriques et 45 supports à vélo pour les locataires. Une portion des logements sera rendue accessible à prix abordable grâce à un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Une consultation publique sur ce projet se tiendra le 7 avril à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. À partir du 12 avril, les écocentres d'Actonville et de Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes, offrant un accès gratuit aux résidents des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Une preuve de résidence sera exigée et les entrepreneurs ne pourront pas utiliser ces sites. Les citoyens pourront y déposer des meubles, des appareils de réfrigération, des métaux, des pneus propres sans jantes, des résidus de construction et des déchets électroniques. Pour réduire l'attente, il est conseillé de trier les matières à l'avance. Et maintenant pour les sports et événements. Le 16 mars, Jeannie Barré, détentrice du record Guinness du marathon le plus rapide en fauteuil roulant, a surpassé sa propre performance lors du marathon de Barcelone. Avec un temps de 4 heures, 1 minute et 1 seconde, elle a amélioré son précédent record de plus de 18 minutes. Originaire de Saint-Hyacinthe, Barré visait initialement à terminer sous les 4 heures et estime qu'elle aurait pu atteindre cet objectif si un dernier obstacle en montée n'avait pas ralenti sa course. Après cette victoire, elle se prépare déjà pour de nouveaux défis, notamment un marathon sous les 4 heures. Les équipes M18B d'Actonville font face à un nouveau désavantage suite à la modification de la formule des séries éliminatoires par la Ligue Drummondville-Boisfranc. Contrairement à l'an passé, seule l'une des 2 équipes valoises pourra accéder aux championnats régionaux, malgré leur solide performance en saison régulière. Cette décision s'ajoute aux tensions antérieures, y compris leur exclusion temporaire des séries et du tournoi international Midget de Drummondville. Les Voltigeurs de Drummondville ont disputé leurs 2 derniers matchs de la saison régulière. Le 21 mars, ils ont remporté une victoire de 4-2 contre les Phoenix de Sherbrooke. Cependant, ils se sont inclinés 4-0 face aux Olympiques de Gatineau le lendemain. Les Voltigeurs entameront leur parcours en série éliminatoire contre les Mooseheads de Halifax. Champions de l'Association de l'Ouest pour une 2e année consécutive, ils bénéficieront de l'avantage de la patinoire lors de cette première ronde des séries. Celle-ci commencera le vendredi 28 mars à 19h au Centre Marcel Dionne. Le 2e match se tiendra également à domicile le samedi 29 mars à 19h. Ces 2 matchs seront diffusés en direct sur nos ondes, sur les ondes de Radio Acton. La cuisine collective aux saveurs du Mexique, vendredi le 28 mars de 17 à 20h, au Centre d'action bénévole au 950 rue Saint-Joseph à Valcourt, sera ouvert à tous. Mais vous devez vous inscrire à l'avance car les places sont limitées. Cette activité offerte gratuitement est réalisée dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, visant à accroître la capacité des collectivités à être plus accueillantes et inclusives, et mise en place grâce à la participation financière du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'AFEAS de Racine et l'AFEAS de Saint-Denis de Brompton vous invitent à marcher ensemble lors d'une mobilisation mardi le 1er avril 2025 à 12h30 pour que le premier mardi du mois d'avril soit décrété Journée nationale du travail invisible. Le départ se fera à partir du site du marché locavore de Racine au 154 route 222 à Racine et tout le monde est invité à y participer. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.